Quand j'étais enfant, je ne savais pas ce qu'était l'orpaillage. Je ne connaissais pas la forêt. Je ne savais pas ce qu'était un fleuve. Quand j'étais enfant, je ne savais pas ce que je serais plus tard. Apparemment, celle qui souffre, celle qui pleure, celle qui n'est pas respectée. Même si je pars ailleurs, mon village sera mon village. Le jaguar tigre restera le jaguar tigre. Mon territoire sera mon territoire. Mon fleuve sera mon fleuve. Je parle français. Je vis avec les Français. Je vis comme les Blancs. Mais je suis Wayana. Une Wayana, celle qui vit dans la forêt. L'enfant de la forêt. En remontant le fleuve Maroni, à l'ouest de la Guyane française, on pénètre la grande forêt amazonienne, une des dernières forêts primaires de notre planète. En naviguant, les paysages se transforment. Le fleuve, large et puissant à l'embouchure, finit par se faufiler à travers la végétation et les roches. Les berges se rapprochent, l'horizon se referme. La forêt reprend ses droits. Pour certains, elle est devenue le dernier rempart contre l'asphyxie du monde, et pour d'autres, la promesse d'une richesse aurifère. Mais pour les Wayana, une des 6 communautés autochtones de Guyane, elle représente le terreau de leur identité et une mère nourricière en danger qu'il faut protéger. Depuis toujours, leurs destins sont liés. Je suis né ici et à peine 30 ans maintenant que ce village existe. On n'était que 15 personnes à 20 personnes ici avant. Maintenant on se retrouve avec 300 personnes, c'est énorme. Et c'est un nouveau village, hein, mais avec les gens qui sont venus de l'extérieur, qui vivaient dans d'autres villages ou voire même dans d'autres pays. Avec la guerre civile du Suriname, ils sont tous revenus ici, quoi. Et là, ça a complètement changé la vision du village, même l'avenir du village. À Talouen, petit village du Haut-Maroni, la vie de la communauté Wayana a beaucoup changé. Autrefois isolée sur le fleuve, elle est aujourd'hui en prise directe avec la modernité. Il n'y a pas si longtemps, ce peuple était semi-nomade. Il s'est maintenant fixé au bord du fleuve. Ce nouveau mode de vie a bouleversé leur rapport à la forêt et au fleuve, qui continue de représenter tout pour eux. À quoi il sert ce bouton? Ne touchez pas à ça! Quoi? Mais comment? En tout cas, si vous rentrez sains et saufs sur Terre, les Super Strikers seront les premiers touristes de l'espace. J'ai un faible pour cette crème glacée de l'espace. Bonne interception d'ailleurs. Chez les Wayana, le ciel de gaz ou malouwana, objet traditionnel symbolique, reflète leur vision du monde. Les légendes sont mises en scène et les hommes y côtoient les animaux mythiques. Comme chez les autres groupes amérindiens de Guyane, il n'existe pas chez eux de mots pour désigner la nature. Ils considèrent qu'ils font partie de la forêt, au même titre que toutes les espèces animales ou végétales.
l'idée des Wayana est très claire. Hein. Ce n'est pas les hommes qui sont maîtres de l'environnement, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Nous, on dépend de l'environnement. S'il n'y a pas d'environnement, on meurt tout de suite. Hein. C'est pour ça qu'on se méfie beaucoup et on veut vraiment que la forêt soit intacte pour survivre. Je pense que le monde occidental a des visions plutôt destructives parce que souvent il détruit la nature pour obtenir d'autres choses. En fait, qui est vraiment une vision complètement opposée à la nôtre, quoi, hawaïenne. Là, c'était un iguane que j'ai peut-être tué ou pas. Hein. Mais là, je crois qu'il a sauté avant que je tire. Et ils aiment tomber dans l'eau, hein, les iguanes. En ce moment, c'est la saison. Quand les feuilles sont bien vertes, c'est ça qu'ils mangent en fait. Ils mangent les feuilles. C'est très rare, hein, les gibiers maintenant. Il y a trop de chasseurs. Après, il y a les orpailleurs aussi qui chassent beaucoup. Il a raté, hein, il est parti. Là, je prépare l'appât pour le pirail. C'est un poisson carnassier que les gens aiment bien ici. Hein. Il faut trouver les coins où il y en a plus. Mais après, ça dépend quoi, des lieux là où on va. Parce qu'ils ne sont pas partout. Hein. Comme il y a trop de pêcheurs, ils ont peur aussi. Attends, je vais régler la pirogue. Pour vivre ici, il faut savoir pêcher, chasser, c'est la base, quoi. Beaucoup de parents, même des mères ou même des gens en général, préfèrent travailler pour gagner un peu. Donc ils vont travailler, ils font des jobs, ils font à droite, à gauche. Et maintenant, ils n'ont pas vraiment de temps, effectivement, de montrer justement les choses traditionnelles à la nouvelle génération. Ils vont pratiquement plus en forêt comme on faisait autrefois. Par exemple, le chef du village organisait un déplacement de quelques jours dans la forêt, plus haut. Et puis, donc, les familles se préparaient, ils ramassaient beaucoup de canne à sucre, de bananes. Et là, c'était vraiment un apprentissage total, quoi, par rapport à la nature. Le chemin qu'on emprunte, il fait à peu près, je sais pas, 10 km, 15 km en forêt profonde. Et ça, c'était les chemins de mon grand-père, tous mes grands-pères qui chassaient là, mes oncles, tout ça.
Donc ce sont des léons de chasse qui vont très très loin. Ben, la chasse, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, hein, comme les animaux sont rares maintenant. Et puis maintenant, comme il y a beaucoup de chasseurs dans le village, les animaux sont rares. Et après, on est entouré par les orpailleurs qui se trouvent à quelques kilomètres encore plus loin. Et là, eux, ils touchent vraiment à la faune, quoi. Donc ils chassent vraiment tout pour nourrir leur sentier. Et puis ça, c'est un gros problème en ce moment. Parce qu'ils barrent vraiment les déplacements des animaux. Par exemple, le cochon bois, ça fait 10 ans qu'il n'a pas traversé le village. Donc ils sont bloqués quelque part par les orpailleurs, les chasseurs orpailleurs. Iwai Silvana Opoya, Ipataman Taluenpo, 24 ans Wai. Olokop Sigwai Tale, Apaten Mesikolotau, Yakin Ipanemewai. Les Wayana, c'est un peuple très fort. Hein. Même si je sais que les autres peuples, ils sont forts aussi, mais nous sommes très forts ici. On se bat beaucoup, par exemple, pour notre projet, pour notre village, pour la santé, pour ceux qui nous entourent, en fait, notre environnement, par exemple. Moi, je suis une vraie guerrière. Hein. J'ai envie d'être un jour directrice, par exemple, de l'école. Ça, c'est mon combat. J'espère que je vais réussir vraiment. Et pourquoi pas un jour être chef du village. Ça, c'est clair que j'ai envie d'être. Je bois du cachiri, je mange du poisson, je parle très bien ma langue. Je n'ai pas honte de parler ma langue devant d'autres communautés. Comme dit mon tonton Aïma, un Wayana ne peut pas dire qu'il est Wayana juste parce qu'il est Wayana. Parce qu'il a la peau Wayana. Mon tonton dit, c'est pas ça un Wayana. Un Wayana, il sait parler la langue. Un Wayana, il sait faire des choses traditionnelles. Un Wayana n'a pas honte de dire qu'il est Wayana en fait. C'est pour ça qu'il dit, c'est ça, être Wayana. Un Wayana ne peut pas dire je suis Wayana juste parce qu'il est Wayana. En complément de l'enseignement imposé par l'éducation nationale, les jeunes Wayana qui fréquentent l'école du village perfectionnent leur langue et perpétuent ainsi une des cultures autochtones du fleuve. Les histoires que raconte Silvana aux enfants stimulent leur imagination et elles représentent surtout un excellent vecteur de connaissance de la faune et de la forêt amazonienne. Je raconte des histoires mythiques, je fais des motifs Wayana. Voilà, j'enseigne ma culture, j'enseigne les matières dans ma langue en fait. Mais je le fais en Wayana et j'inclus aussi ma culture en fait dans le programme. Le français, c'est pas notre langue maternelle et c'est très compliqué pour
par exemple, pour les enfants, de faire comprendre quelque chose. Et c'est pour ça, parfois, on se voit avec les collègues et je me dis, tu travailles quelle notion avec eux aujourd'hui? Si ils ne comprennent pas, il faut peut-être que je fasse la notion avec eux. Et j'ai l'impression qu'ils ont tendance à mieux comprendre, en fait, en Wayana. Mari papi kei me. Mari papi kei mehem namoto kei. Seikar tan me ngucap tau tan me sengi paganatang lho maka. Les Wayana, ils ont complètement perdu leur culture, hein. Vraiment perdu leur culture. On est là, c'est déjà ça. Moi, je dis, dès que la langue existera, je pense qu'on pourra dire que nous sommes encore des Wayana. Je suis arrivée ici en 86, donc j'étais encore jeune et je voulais faire ma thèse sur les plantes utilisées chez les Aluku et les Wayana afin de comparer leur usage de la forêt et du milieu naturel, sachant que c'était des cultures très très différentes, donc une culture d'origine africaine et puis une culture d'origine autochtone amérindienne, et voir comment ils utilisaient, ils pensaient et comment elle pouvait se distinguer chez des peuples aussi différents. Sur le fleuve, les communautés amérindiennes et bushinangés cohabitent avec leur propre perception de la nature. Chez les uns comme chez les autres, le constat est identique. Cette relation, autrefois si forte, s'est progressivement perdue. Sur le village d'Antekumpata, un peu plus haut sur le fleuve, certains anciens ont décidé de créer l'école Wayana et ainsi de permettre aux jeunes qui le désirent de réapprendre certains gestes oubliés. Waouh! Tu fais beau travail, hein? C'est super! Quand on fait une pièce artisanale, par exemple, on peut voir un bel objet. Mais en fait, derrière cet objet, il y a tout un ensemble de connaissances qui sont mises en jeu. Donc, en fait, quand on transmet cette connaissance autour des savoirs traditionnels, autour de cet artisanat, c'est aussi toute cette connaissance et ce rapport à la nature qui est transmis. Bonjour, ça va? Bonjour Barbeau, bonjour Mata, Tara. Donc il y a effectivement la connaissance des motifs, mais pas que. Par exemple, pour faire une pièce de vannerie, parfois il faut une dizaine de composés différents qu'on va aller chercher dans la forêt. Des lianes, de l'arouma, mais aussi ça peut être aussi des morceaux de bambou, un morceau de carapace de tortue, etc. Enfin, il y a certaines plumes, il y a certains... Donc en fait, tous ces petits éléments-là qui vont être utiles à la fabrication de cette pièce, pour aller les chercher dans la nature, il faut la connaître, cette nature, il faut la pratiquer. Et vous savez, l'association Itencom, là, ça y est, on a déposé les statuts à la préfecture. Là, on attend leur retour avec le numéro de SIRET. Mais en attendant, voilà, on a essayé de travailler sur un logo avec une infographiste. Est-ce que ça vous plaît? Itencom Wayana Palai. Voilà, il y a motif de ciel de case et motif vannerie. Comme ça, on pourra faire des petits autocollants et on va coller ça sur les objets que vous fabriquez, que vous vendez, pour bien prouver que c'est fait par des Wayana ou des Apalai et c'est pas des copies. Imaginez qu'on ne sache plus faire des perles, qu'on ne sache plus faire de la vannerie ou des ciels de case, c'est plus un Wayana. On peut dire qu'on est des Français, mais Français, pas des Français Wayana. Pourtant, le danger qu'ils perdent leur culture est bien réel. Et cela risque d'avoir des conséquences sur les liens des peuples autochtones avec leur forêt. Les Wayana vivent sans doute un tournant dans leur histoire. Et toutes générations confondues, ils en ont conscience. C'est très rare que tu vas jeune partir à la chasse, par exemple, maintenant. Parce qu'on achète beaucoup.
tu vas rarement voir... enfin, c'est pas rarement, tu vas du tout jamais voir un jeune en train de pêcher, par exemple. Ça, c'est très dommage. L'éloignement précoce des enfants de leur village et de leur famille pour aller au collège est la raison principale de ce changement. Le temps de la scolarité remplace alors celui de la tradition. La transmission des savoirs en observant les parents n'opère plus. Quand on reste sur le littoral, on étudie, on n'est pas vraiment focalisé sur notre village, on est plutôt focalisé sur nos études. C'est pour ça que petit à petit, on commence à perdre notre tradition en fait. Et c'est la vérité en plus, on va perdre notre tradition petit à petit. Hein. Je ne sais pas faire grand-chose en fait. Je ne sais pas faire grand-chose, non, c'est vrai. Je ne sais pas faire du cachéri par exemple. Du coup, je suis obligée de demander à ma mère. Il y a ma maman qui m'aide tout le temps. Mais toute seule, je ne pourrais pas. Quel que soit ce que les anciens faisaient avant, nous, notre génération, là maintenant, moi personnellement, c'est mon point de vue, je ne sais pas faire. Contrairement à cette génération, quand il était enfant, Aima Wale a appris en observant son grand-père. C'est ainsi qu'il est devenu un maître dans l'art des ciels de case. Souvent, il l'a vu partir en forêt, prélever le bois, puis s'asseoir durant des heures pour dessiner et mettre en couleur ses motifs chargés de toute la culture wayana. C'est aussi en écoutant son grand-père qu'il a appris à observer et connaître la forêt et les saisons. Aujourd'hui, paradoxalement, au cœur de la plus grande forêt tropicale, le dérèglement climatique se fait sentir. Il pleut beaucoup et ça s'arrête tout de suite. Nous, en février, mars et mai, quand il pleuvait, c'était toute la journée. Et mon grand-père n'avait pas le temps d'aller à la pêche, à la chasse, mais tellement il pleuvait, 24 heures sur 24. Et ça, c'est fini. J'ai jamais vu une pluie à la saison des pluies qui fait comme ça. Maintenant, c'est des pluies un peu brutales, quoi. Il pleut très fort et ça s'arrête tout de suite. Ça m'inquiète parce que il faut qu'on s'adapte. Les pastèques ne poussent plus bien maintenant, les maïs non plus. Et là, en ce moment, la rivière est haut, quoi, alors qu'il devrait être bas. Je pense que la saison s'est décalée un peu. Et c'est compliqué pour nous, quoi. On est revenu en arrière de 3 mois. L'ensemble des ressources que les Wayana tirent de leur environnement naturel se raréfie. La communauté doit réapprendre de nouvelles règles qu'impose désormais le dérèglement climatique et la surexploitation de leur milieu. Je trouve ça extraordinaire d'avoir une telle connaissance de ce milieu naturel. Mais c'est quelque chose qui me fascine totalement. C'est-à-dire que les seules personnes qui sont capables de survivre en forêt, ce sont eux, quoi. À partir de rien, ils font tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en forêt, ils peuvent faire une maison, ils peuvent faire un canoë, ils peuvent trouver à manger, ils peuvent se soigner. Enfin, pour moi, c'est ça, être un homme, quoi. C'est extraordinaire. Nous, on est des dégénérés, quelque part. Pour la pirogue, il faut plusieurs sortes de bois. Donc nous, pour la pirogue, on utilise nous on appelle ça cèdre, angélique également. Et plutôt pour le devant,
c'est l'arbre qu'on a pris, donc ça je ne sais pas comment on appelle en français, mais nous on appelle etekere. Donc c'est un arbre qui est très dur, et pour l'avant de la pirogue et même pour l'arrière de la pirogue on utilise beaucoup. Les maisons, on prend beaucoup de wakapu comme poteau parce que c'est un bois qui ne pourrit pas vite et qui est très dur à couper. Et c'est un bois qui reste longtemps dans le sol. On utilise du bois aussi pour d'autres choses. Par exemple pour les plantes pharmacopées souvent. Mais là, on utilise plutôt les feuilles, les écorces et même des fois on gratte un peu dans le tronc. La forêt, nous, on le respecte. On dit que tous les arbres, par exemple, toutes les plantes ont une âme. Et par exemple, quand on coupe, je sais pas, un arbre, on demande souvent pardon. On dit souvent pardon. Mais comme ça, le mauvais esprit ne retourne pas contre la personne. Voilà, premier bon. C'est passionnant parce qu'en fait ça permet d'expliquer aussi pourquoi ils ont un tel rapport à la nature. Pourquoi ils respectent cette nature. Parce que quelque part ils savent qu'ils ne peuvent pas en abuser et donc que le rôle, la place en fait de l'homme, elle est faible, ils sont humbles face à la nature. Ils savent que eux, finalement, ils font partie de cette nature au même titre que les autres éléments, mais ils ne peuvent pas se permettre de la dominer. Parce que ce sont les esprits qui dominent la nature et pas l'inverse. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de cette philosophie. Ils ont une vision de la nature en fait qui a un double spirituel, ce qu'ils appellent les yolok. Et en fait, tout ce dans quoi on évolue, nous, c'est le monde des apparences. Et donc le seul qui est capable de faire le lien entre les humains, la condition humaine, matérielle, etc. et ce monde des esprits où tout se joue, où tout est régi, ce sont les chamans. D'où leur place extrêmement importante dans la société, c'est comme si c'était la colonne vertébrale de la société, puisqu'ils sont capables d'aller voir dans l'au-delà, d'aller voir dans cet ailleurs des yoloks, qu'est-ce qui cloche ici. Et je suis le fils de chaman. Du coup, je prends le relais de mon père. Tu vois, on prend celle-là et on pose sur où il y a les plaies. On ferme avec et on pose dessus et on attache après. Moi, j'ai utilisé parce que j'ai grandi un petit peu dans le village où il n'y avait pas de médecin, il n'y avait aucun poste de santé. Et c'est là que j'ai appris un petit peu avec mon père. C'est mon père qui m'a soigné quand j'avais des plaies. Comme j'ai vu mon père travailler beaucoup la nuit, surtout pendant des fois, il y a des patients qui viennent vers 8h ou 7h30. Et des fois c'est 1h du matin, 3h du matin. Moi j'ai vu ça quoi, du coup moi ça ne me plaît pas du tout. Et du coup je dis que bon, je ne veux pas être chaman. Voilà. Mais plus tard que j'ai vu tout le monde, toute ma famille entrer dans l'évangélique, et du coup j'ai décidé d'être chaman quoi. Malgré quelques rares exceptions, les chamans disparaissent peu à peu du paysage amérindien et leur savoir avec eux. Les religions ont petit à petit gagné du terrain sur les croyances animistes et la philosophie de ces peuples autochtones. Ce bouleversement s'est opéré en silence, par la pression des missionnaires et plus globalement par celle de la société occidentale qui imprègne peu à peu les villages de l'intérieur.
c'est compliqué quand même la Bible pour les Wayana qui rentrent comme ça sans vraiment avoir une vision claire sur la croyance des... Moi, j'appelle ça la croyance des Blancs. Mais quand ils se sont lancés, revenir faire demi-tour, c'est assez compliqué également. En fait, nous, on appelle ça aussi épite. C'est contre le champignon. On utilise pas tout le monde, mais certaines qui ne veulent pas y aller à l'hôpital ou qui ne veulent pas poisonner eux-mêmes, on peut utiliser naturellement, quoi. Quand les maladies des Blancs menacent les villages, les Wayana font appel à leur connaissance des plantes et de la forêt. Dès que le Covid-19 a fait son apparition sur le Maroni, certains se sont isolés, répétant une pratique qui a permis à leurs ancêtres de survivre à l'époque des premiers contacts avec les Blancs et aux épidémies mortelles qui ont suivi. Les chamans ont cherché dans la forêt pharmacie des remèdes et testé beaucoup de plantes, partout sur le fleuve. Ils ont échangé leurs expériences de village en village. Et c'est dans la communauté d'Elaé qu'ils ont finalement découvert un arbre dont l'écorce semble atténuer les effets de la maladie. Et même, je l'ai eu, le Covid-19, je l'ai eu, mais pas forcément très très fort. Je suis venue en mission avec le Grand Conseil coutumier ici au mois d'août, et quasiment tout le monde avait eu le Covid. Et ils ont dit, vous voyez, nous on est plus forts que le Covid. Le Covid ne nous a pas tués, nous on a nos remèdes de la forêt, on a réussi à se soigner avec nos remèdes de la forêt. Et en fait, ça leur a redonné confiance dans leurs propres remèdes. On peut couper un petit morceau, sinon on coupe 3 pour mettre, je sais pas, 1 litre ou 2 litres d'eau et bouillir. Et après on boive ça, et matin, midi et soir. Même si on n'a pas été touché par le Covid-19, et on buvait quand même. Là, on connaît, ça peut l'aider. Puisque finalement, au niveau de la médecine, la biomédecine, il n'y avait pas vraiment de médicaments. Et eux, ils estiment qu'ils ont réussi à survivre, donc ils sont plus forts que le Covid. Les gens d'ici ont beaucoup pris sur cet arbre. Ça, c'est le premier qu'on voit. Peut-être qu'il y en a d'autres plus loin. Mais en tout cas, ils ont bien pris l'écorce là. Téléphone pour lui, tout. On a aussi vraiment une réelle richesse ici, dans les plantes. Moi, je pense que l'avenir, justement, de ces connaissances, ça serait peut-être les phytomédicaments, c'est-à-dire savoir les utiliser. Ça, si on mettait en place ce genre de formation en Guyane, on pourrait créer des emplois pour tous ces jeunes qui vivent dans les communautés. On pourrait aussi créer de l'économie, parce que ça c'est extrêmement important, créer de l'économie en valorisant la biodiversité locale et les savoir-faire locaux. Et en même temps, on permettrait aux Guyanais de se soigner au naturel, de manière sécurisée. Certains soirs, les enfants se retrouvent chez Aima Wale pour écouter les contes. Chez les Wayana, il ne s'agit pas seulement de faire rêver ou d'effrayer les plus jeunes. C'est ainsi que sont transmis les clés de leur vision du monde à travers des mythes privilégiant l'imaginaire et la créativité. Là, on va raconter des histoires, mais on a l'impression qu'ils sont plus intéressés par le portable, en fait. Si, par exemple, là, je dis à une personne, à un de mes neveux, par exemple, si je demande, tu veux aller écouter l'histoire ou tu veux prendre mon portable? Il va prendre le portable, en fait. Et ça, parfois, c'est embêtant. J'ai pas envie de dire qu'il est déjà trop tard pour changer des choses, mais je pense que ça doit venir déjà de l'éducation. Hein. Les bruits des chercheurs d'or ont fait fuir les animaux. Les Wayana ne peuvent même plus vendre le produit de leur chasse pour gagner un peu d'argent.
Même la forêt se vide de ses habitants. Mon cousin qui est là, le fils de mon tonton, ben, peut-être il a jamais connu mon grand-père, qui est d'ailleurs dans le documentaire. Et je pense que les enfants voient nos grands-pères à travers les écrans. Tout ça, même moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de le revoir. J'avais complètement oublié ce documentaire. Et là, le fait de le voir, je dis, ah ouais, c'est grand-père. Je me souviens de son visage, de sa maison qui était là. Hera tibena tiba hera mulokot kai motat bagi imyata mulokot ya lomehek melap tau itu tawa muyap sik titaitan me boloman hera gua itu pon pemul tibena tiba hera mulokot ime ni wan gitu nah beglare maluana mirikun me mulokot ime wan gitu mulainya makan atau di nol kalau ayak teh tane bhe utana mulainya ya ini kan mau tiga ini lagi puyai tiga tan menen hamak pal tiga tane ime apta tiga air hamak pal kata pek mulokoti ime wanti lagi ya udah tete tu kulai nol tete tu nama polo tete tapi mah tete basket ya yang hen tiga ini mama hemal area itu na mana tu na hewat tu Boleh yakap sudah iwete putar perhubungan. Iwete poh ini pen utama kita pergi. Ipoves. Apa kaya miata terang. Les ciels de case, en fait, ça représente des animaux qui appartiennent à la mythologie wayana, mais pas que en réalité, puisque pour eux, ces animaux existent réellement et qu'on peut parfois les apercevoir sur des rochers. Donc ils peuvent annoncer une mauvaise nouvelle par exemple, mais ils nous disent mais vous les blancs vous n'avez pas cette vision-là, vous ne pouvez pas les voir, il n'y a que nous qui arrivons à les voir. Donc pour nous c'est des animaux mythiques, mais pour eux c'est des animaux réels. Même si la tradition orale est encore vivante et que les enfants continuent à écouter les légendes peuplées d'animaux mythiques, ils ne craignent plus vraiment les mauvais esprits. Avant quand une personne mourait, ben, on avait peur. On se disait que la nuit, son esprit se promènerait sûrement dans le village, qu'il viendrait nous visiter. Maintenant, non. Même moi, quand il y a un mort, j'ai pas peur. Il y a même ceux qui disent, quand je le vois, moi je l'attrape, hein, moi je fais ceci, moi je fais cela, il va rien me faire. C'est plus comparable qu'à l'autre époque, en fait. Mais d'autres monstres invisibles et tout aussi menaçants commencent à peupler l'imaginaire collectif wayana. Ils se cachent dans la forêt, ils pénètrent les esprits de plus en plus profondément et s'approchent toujours plus près du village. Ils sont partout. Ils ont beaucoup des yeux. La nuit, ils ne dorment pas. Le jour aussi. Même chez les Indiens, ils sont là. En femmes, en hommes, aux enfants aussi. Dès qu'il y a les mouvements des militaires ou des gendarmes, c'est tout de suite localisé. Il y a des sonnettes partout. Comme tout à l'heure, il y avait un mouvement. Ils savent qu'on est ici en train de filmer. Peut-être ils sont là, dans la forêt, dans les bois, mais ils sont là. Ils sont pires que les djihadistes. Et ça fait peur. Ah, c'est un lac, c'est un grand lac qu'ils ont fait. Un lac synthétique. Méfiez-vous des raptors. Mais là, en fait, la zone a été déjà, il y a longtemps, été exploitée, mais de façon manuelle par des orpailleurs Aluku qui habitent pas loin là. Mais ils ont que prospecté, ils n'ont pas trouvé d'or en surface. Mais après, il y a les Brésiliens sont venus, ils ont tout creusé. Après, apparemment, c'était assez productif. Donc, pendant 2 ou 3 ans, hein, ça a fonctionné tout le temps, quoi.
a très peur que ça revienne parce que ces gens-là, ils ont les dents longues, quoi. Ça veut dire qu'ils arrivent à faire de la corruption avec certains habitants pour pouvoir, moyennant quelques grammes, pour pouvoir rester ici, quoi, voilà. C'est très très bien organisé, enfin l'empaillage illégal. Donc sur chaque site, chaque crique exploitée, en face, il y a la logistique. Hein. Et puis c'est comme la forêt est vaste et le territoire est grand, donc c'est très difficile pour les gendarmes, pour les forces de police de tout contrôler, quoi, voilà, quoi. Donc, l'armée française, on ne s'en plaint pas, mais ils ne sont pas entraînés. Ils ne vivent pas comme nous. Dès qu'il y a des gens comme nous, ils sont capables de voir, de trouver le site ou de localiser. En fait, la forêt, c'est une maman. Tout ce que la forêt nous donne, on utilise. La nourriture, la réserve, les remèdes, tout. La seule force qu'on a, c'est qu'on ne veut pas en profiter de l'or. De l'or, c'est quoi? De l'argent, du pouvoir? Non. Parce que la nature va se régénérer un jour. Elle va se venger un jour. Peut-être elle va tous nous bouffer. Quand on voit tout le long du fleuve, tout le nombre de trafic, les Chinois qui s'installent, tout l'argent gagné, enfin dépensé par les clandestins pour se réapprovisionner par exemple, et puis pour aller piller notre territoire. Voilà, donc c'est assez pessimiste, quoi. La question de l'orpaillage clandestin, c'est un véritable scandale. Hein. Un scandale à tous les niveaux, un scandale sanitaire, un scandale social, c'est terrible. J'ai l'impression à chaque fois que je viens, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que les orpailleurs illégaux, ils sont de plus en plus à l'aise. On a l'impression qu'ils sont chez eux. Bientôt, ils sont plus nombreux dans la forêt que les Amérindiens, il ne faut pas oublier ça. Hein. Donc qui est chez qui, on ne sait plus. Et c'est vrai que les Amérindiens, ils se sentent quand même menacés physiquement. Hein, parce qu'il y a la pollution. Il y a la pollution des rivières, il y a le fait qu'eux, ils se lavent dans l'eau de la rivière. Normalement, ils boivent l'eau de la rivière. Plus maintenant, il y a de l'eau potable. Mais ils pêchent les poissons de la rivière. Donc, ils vivent de la nature et ils savent qu'en même temps, ils s'empoisonnent à cause de cette pollution au mercure. Donc, c'est très compliqué de continuer à vivre dans la nature tout en sachant qu'on s'empoisonne. Dans cette crique de Talouine, d'abord c'est une crique qui était poissonneuse avant. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, les orpailleurs se sont installés un petit peu en amont. Et c'est là qu'ils travaillent en fait. C'est là qu'ils tournent les terres pour chercher de l'or. Et puis toute la boue s'amalgame avec le mercure. Et ça sort sur le fleuve, comme vous le voyez, dans l'eau. Et c'est vraiment très sale. Les Wayana le savent. Le fleuve au cœur de la vie amérindienne, celui qui permet les déplacements à travers la forêt, le lieu où l'on pêche, où l'on boit, où on se lave, où on se retrouve chaque soir et chaque matin, ce fleuve est désormais synonyme de poison. Ligna, la sœur d'Aïma Wale, tente de mobiliser les autres mères du village et les sensibilise à la pollution au mercure. Mais comment sortir de cette spirale quand les autorités sanitaires vous déconseillent de consommer les poissons carnassiers au bout de la chaîne alimentaire sur le fleuve? Si moi je vois le poisson contaminé, si je n'ai pas d'argent, je prends le poisson qui est contaminé.
Tu vois, obligé, je mange. Je ne meurs pas tout de suite, mais comme d'habitude, ça me donne un peu malade, quoi. Après, pas tout de suite, mais après. Ce sont des chercheurs d'or. Hein. Ils ont tout détruit. Et le monsieur qui tenait la bâtie là, il est parti au fond. Tu vois, il ne pouvait plus rester ici parce qu'il y avait beaucoup de vols. Aussi, il prenait les bananes, tout ça, tu vois. Et le monsieur, carrément, il est viré. Il est parti en face de El Haye. Le village de Talouenne se trouve pourtant sur un territoire protégé, le parc amazonien de Guyane, créé en 2007, le plus grand parc national de France, qui a une double vocation. Celle de valoriser la richesse des patrimoines culturels des populations et celle de protéger le massif forestier et sa biodiversité exceptionnelle. Le parc, c'est quand même une réserve naturelle, quoi. C'est là qu'on pensait comment dire, de ne pas toucher à la flore, aux faunes, etc. etc. Malheureusement, c'est complètement l'inverse qui se produit. Et le parc, je pense qu'ils sont dépassés, là, ils ne savent plus quoi faire. Là, on n'attend que l'autorité préfectorale, l'autorité de l'État directement pour qu'ils fassent quelque chose, quoi, pour ce morceau de territoire, quoi. Avant, si je me rappelle très bien, quand j'étais toujours enfant, on buvait dans l'eau en fait, on buvait dans la rivière. Et maintenant, on ne peut plus boire. Et non seulement qu'on va se laver dans la rivière aussi, parfois le soir, ça nous gratte aussi. J'ai juste envie de dire, ça suffit pour l'orpaillage illégal en fait, ça suffit, franchement, ça suffit. Ça m'attriste de voir mon village comme ça, mon côté, la Guyane. Parce que la Guyane est vraiment polluée quand même. Après voilà, si c'est pas possible, c'est nous-mêmes qui va faire les trucs, on va dire. Ça va réagir. Tôt ou tard, on va réagir. Mon avenir maintenant, c'est ici. Tous les projets que je vais faire, ça restera ici. Toutes les choses que je vais construire, ça va rester ici. Voilà. À travers les ciels de Cazes, les Wayanas ont toujours mêlé deux temporalités. Celle de la mythologie, avec ses monstres et ses légendes, et celle de l'histoire de ce peuple, avec ses temps de guerre et ses temps de paix. La première temporalité accompagne la seconde, et elle est encore bien présente dans le vécu de cette communauté. Aujourd'hui, de nouveaux monstres commencent à prendre forme dans le réel et l'imaginaire collectif. Les luttes qui se préparent alimenteront peut-être de nouvelles légendes et de nouveaux mythes, vantant ainsi la résistance des enfants de la forêt sur le Haut-Maroni. Mes arrière-grands-pères, quand ils allaient sur les Inselberg, ils buvaient, ils disaient le sang d'Inselberg. Ce sont des eaux qui ne s'arrêtent jamais, même à la saison sèche, même à la saison haute. C'est vraiment les sources des fleuves très importants. Et c'est très rare en forêt. Et quand ils tombaient, quand ils voyaient cette espèce de cascade, ils buvaient ça. Pratiquement, c'est devenu comme un remède, quoi. C'est devenu comme une croyance. Mais en fait, c'était juste pour dire que la rivière ne meurt jamais. Et avec cet esprit-là, l'homme peut vivre aussi longtemps que la rivière. On aimerait bien que les regards se tournent vers la Guyane. Parce qu'en fait, quelque part, la Guyane, elle appartient au plateau amazonien. Et que si on a l'exemple à donner, c'est bien en Guyane qu'il faut le donner. Donc effectivement, donnons les moyens de protéger les populations autochtones.
Donc c'est quelque part, c'est une perle, c'est un patrimoine à sauvegarder. Patrimoine au niveau naturel, patrimoine au niveau culturel. Et c'est peut-être l'avenir de l'humanité aussi qui se joue là. Parce que la crise climatique, c'est lié à quoi? À la déforestation avant tout. Et nous, on a un petit morceau de forêt amazonienne, préservons-le. Donc on a tout à gagner, à donner l'exemple, effectivement. Et après, on pourra donner des leçons aux autres.